Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine d'Ousguardo qui s'annonce. À quelques jours du premier tour des élections territoriales, nous recevons Camille de Rocazère. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tête de liste, vous vous présentez donc avec vos colistières et colistiers pour ces élections territoriales. On va aborder différents sujets d'actualité si vous le voulez bien et forcément on va parler de ces élections pour cette première thématique en écoutant une courte intervention de Paul Jacob, l'ancien président du conseil exécutif de Corse qui remet... Il est encore président. Voilà, il remet son titre en jeu. Mais je vois qu'il y a une anticipation que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Hein. En tout cas, il remet son titre en jeu. Vous ne m'avez pas laissé finir. Donc, Camille de Rocazère, on écoute Paul Jacob qui défend son bilan. 50 secondes, 1 minute d'interview et on vous retrouve tout de suite après pour un commentaire. Très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. On était divisés, on n'était pas écoutés, on n'avait pas de personnalité qui apparaissait bien clairement. Et on ne nous calculait pas pour dire les choses. Aujourd'hui, on nous calcule dans la loi. Il y a eu 3 ou 4 lois spécifiques à la Corse dans la mandature, et pas des moindres, des lois d'exception, des lois qui permettent de créer un outil foncier, qui ont permis de faire le PADUC, qui ont permis de faire la collectivité unique demain. Sur le plan financier, on est quand même un petit peu mieux, parce qu'excusez-moi, précédemment, on avait l'emprunt toxique. On en est sorti de l'emprunt toxique. Ça coûte 100 millions l'emprunt toxique sur la mandature, 25 millions de surcoût d'intérêt, 75 millions pour en sortir. Ça, c'est effectivement un passif. Donc nous, aujourd'hui, on a des bases. On a, par exemple, sur le plan financier, conclu un nouveau CPER, que nos adversaires ne nous disent pas que c'est pas bien. Ils ont voté à l'unanimité. On a conclu un nouveau PEI, tout le monde était content, au même niveau. On a enfin conclu de nouveaux fonds européens, un renouvellement à un même niveau, ce qui est exceptionnel, mais qui aurait été impensable avec la mandature précédente, puisqu'ils n'étaient pas fichus de dépenser l'argent qui a été mis à leur disposition. Alors Camille de Rocazère a donc Paul Jacob qui défend son bilan, la collectivité territoriale qui a enfin eu les lettres de noblesse qu'elle espérait, les emprunts toxiques, le contrat de plan État-région voté avec votre majorité. Qu'avez-vous à lui répondre ? Écoutez, c'est très facile de tout remettre sur l'emprunt toxique. D'abord, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution par rapport à cet emprunt ? Parce qu'il n'y a pas que la Corse qui a été victime de ces emprunts toxiques. C'est en milliards d'euros que la France entière, beaucoup de collectivités, y compris beaucoup de grands élus de gauche, en ont été victimes. Je crois qu'il est en train d'exagérer le trait sur cet emprunt. La question que je me pose, et d'ailleurs on étudiera ça de très très près, c'est de savoir s'il n'y avait pas une autre façon d'en sortir, et plus tôt, pour éviter que ça coûte peut-être aussi cher. Mais je ne suis pas convaincu que les chiffres qui sont annoncés par Paul Jacob soient les bons chiffres. Voilà. En tout cas, ce qui est évident, c'est que au-delà de cet incident de parcours lors de la mandature précédente, nous investissions beaucoup plus. Nous sommes à moins 55 millions, sur le financement de nos investissements. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dérive du fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, une dérive dans le domaine du personnel, plus de 300 emplois nouveaux, alors qu'il n'y avait pas de raison. Lorsque vous voyez le système donc de l'ancienne mandature, de cette mandature, enfin de la fin de cette mandature, c'est quoi ? Ça a été de transformer des catégories A, des emplois de catégorie A en catégorie B, pour pouvoir très facilement, sans avoir à passer devant l'Assemblée, pour justement offrir de nouveaux emplois. Alors c'est assez amusant aujourd'hui de voir que on demande un moratoire. Je vois que l'exécutif demande un moratoire sur l'emploi public, mais je ne comprends pas cette attitude. Une fois qu'on a chargé de façon outrancière l'emploi public, une fois qu'on a surconsommé les moyens de la collectivité, alors même que nous savions que les dotations baisseraient, pendant la période avec Enchantine, nous avions réussi à maintenir le niveau des dotations de l'État. Nous avions même obtenu des surdotations pour compenser certains transferts de compétences et de personnel. Là, c'est l'inverse. La gauche au pouvoir, c'est moins de dotation, une diminution constante et qui ne va pas s'arrêter là. On le sait pour les années à venir. Donc, la bonne gestion de Paul Jacob, ça aurait été d'anticiper sur cette situation et de faire les économies nécessaires. Or, il y a une dérive totale.
voilà, donc le constat est clair, moins d'investissement, moins 55 millions d'euros d'investissement, et ça n'est pas lié à l'emprunt toxique, c'est lié à la dégradation de la gestion de cette majorité sortante, majorité d'ailleurs dont on voit qu'elle explose, qu'elle a implosé même, puisque entre les 9 membres de cet exécutif, il y a 3 listes, 4 listes, voilà, ça devient inconséquent. Donc on ne peut pas se réjouir de cette situation. Moi je suis étonné de voir avec quel aplomb Paul Jacob peut dire que le contrat de plan est un très bon contrat de plan. Non, il a négocié à la baisse par rapport au précédent contrat de plan. Je crois que c'est moins 45 millions. Donc il va dire mais oui, mais je ne pouvais pas faire mieux. Donc ce qu'on voit, c'est que la relation entre l'exécutif et le gouvernement de la République n'est pas bonne. Il n'y a pas eu un vrai partenariat. Nous avons passé 5 ans... Pourquoi l'avoir voté ? Pourquoi avoir voté ? Parce qu'on ne peut pas empêcher. Il fallait que le contrat de plan soit voté pour être mis en œuvre au 1er janvier 2016. Vous ne pouvez pas refuser à la Corse, je dirais, les moyens qui lui sont donnés. La question maintenant, c'est comment les consommer. Ce qui est grave, c'est que nous n'avons jamais discuté avec l'exécutif sur... je dirais, ce que représentait ce contrat de plan. Nous avons eu, in fine, après des négociations dont personne n'a été, je dirais, auxquelles nous n'avons pas été associés à aucun moment, ni pour une préparation en Corse, ni en tant que de besoin à Paris. Moi, j'aurais préféré, comme par le passé, qu'on en discute. Jean Badjon me rappelait que un contrat de plan se discutait en commission des finances sur une semaine. Là, je crois qu'elle a duré une heure et quart. Mais la question, c'était en même temps de définir, je dirais, le cadre. Qu'est-ce que nous voulions ? Là, il n'a fait que suivre la nomenclature, les orientations, je dirais, nationales. C'est avec la DATAR, avec le gouvernement, que tout cela s'est fait de façon très, très opaque. Et nous avons eu à voter le dernier vote de l'année. Le dernier vote, c'était d'engager un contrat de plan, voilà, pour la Corse. On ne va pas voter contre. Ça aurait été, je dirais, criminel, parce que on ne peut pas faire... même sans vos voix, ça aurait pu faire comme le PADUC. Non, ça n'a rien à voir, parce que là, on est sur un engagement immédiat. Il serait passé, oui, mais je pense que ce qui est responsable, c'est... On a le droit de dénoncer, je dirais, le mauvais travail réalisé, la mauvaise méthode. Lorsqu'on passe 5 ans pour arriver à un PADUC, qui est un PADUC, un document de non-développement, on devrait passer au moins quelques mois pour, je dirais, établir un contrat de plan. J'ai vécu d'autres contrats de plan, au moins 3 contrats de plan, ça s'est jamais passé comme ça. Lorsque nous avons travaillé précédemment avec les gouvernements de la République, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit avec Lionel Jospin ou avec Nicolas Sarkozy ou avec Jean-Pierre Raffarin ou avec François Fillon, eh bien, il y avait un travail constant. Et ça n'était pas que l'exécutif qui travaillait, on associait aussi les groupes politiques. Là, carrément, il y a eu un accaparement du pouvoir de Paul Jacob, pouvoir absolu. D'ailleurs, je me demande même si le résultat des conseils exécutifs qui partent dans tous les sens aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont été, je dirais, mésestimés, même parfois méprisés. On en a joué. Donc, c'est tout l'inverse. Ce que je critique, c'est au-delà de la mauvaise gestion qui enlève des marges de manœuvre à la Corse aujourd'hui, qui nous prive de marges de manœuvre, c'est en même temps le mode de fonctionnement, c'est je dirais, cette attitude désinvolte d'un pouvoir absolu qui sait tout faire et qui a, je le dis, méprisé son propre exécutif. On le voit aujourd'hui. Emmanuel De Gentil ne peut pas être satisfait de la façon dont on l'a traité. Jean-Louis Luciani, Vanina Pierre qui essaie de se battre pour le tourisme, mais sans en avoir les moyens, à aucun moment. Lorsqu'on voyait que sur le PADUC, dans le PADUC, il n'y avait rien pour le tourisme, alors que c'est quand même, ça représente 30% de l'activité de la Corse, du PIB de la Corse. Donc on le voit, c'est non seulement
une mauvaise gestion, mais c'est en même temps une pratique de la politique. Cette pratique trouve son apogée dans, je dirais, le système même qui a été engagé depuis longtemps. Système qui est bien connu, qui était bien connu en Haute-Corse, que nous avons découvert à l'échelon régional. Donc je ne peux pas me satisfaire de ça. Et puis alors surtout le temps perdu. Paul Jacob dit on a ouvert des perspectives, on a eu des votes nationaux, mais c'est pas vrai. On a eu des votes enfermés dans l'hémicycle de la collectivité territoriale, de l'Assemblée de Corse. On a voté quoi? On a voté le statut de résident. Alors, le statut de résident, ça devait régler tous les problèmes. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'on dit qu'il y a urgence à régler des problèmes fonciers, problème du logement. Tous ces problèmes étaient urgents. Et le statut de résident, est-ce que c'est la possibilité, est-ce que c'est le moyen de résoudre des problèmes urgents? Est-ce qu'il y a un statut de résident en Corse aujourd'hui? 3 ans plus tard, il n'y a pas de statut de résident. Parce qu'il sait très bien, Paul Jacob, il est intelligent. Il a quand même, je dirais, une éducation juridique. Il sait très bien que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est en opposition totale avec les fondamentaux de la République. Certains disent, c'est contraire à la Constitution, il suffirait de la modifier. Non. Ça va au-delà de la Constitution. C'est le socle de la République qui est menacé par le statut de résident. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est le socle fondamental de la République, que ce soit la 5e et même celle d'avant. Donc on le voit, il y a une impossibilité sauf à être indépendant. Alors bien sûr, ceux qui se revendiquent de l'indépendance, du séparatisme, ils sont dans leur logique idéologique. Je les comprends. Ils ont réussi à entraîner Paul Jacob, qui n'est en principe pas favorable à cela, vers cela. Pourquoi ? Non pas pour aboutir à régler un problème, mais pour satisfaire d'avoir la tranquillité pendant 5 ans, c'est-à-dire de ne pas être contrarié pour faire ses petites affaires. C'est ça la question. Et le statut de résident, comment pouvait-il en arriver autrement lorsque vous savez qu'au niveau européen, il y a la liberté de circulation des biens et des personnes. C'est contraire au principe de l'Union européenne. Donc même si on est indépendant, on se retrouve coincé par l'Union européenne. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un État, un tout petit État, qui a droit à cette dérogation, qui est une dérogation provisoire. Dans la durée, provisoirement dans la durée, jusqu'en fin 2016, c'est l'État de Malte. Malte, pourquoi? C'est l'inverse de la Corse. La Corse, c'est la plus petite densité au kilomètre carré. À peu près 23 habitants au kilomètre carré. Malte, c'est 450 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'on est à l'inverse. Pour des raisons inverses, on voudrait avoir la même application, c'est pas possible. Mais Malte a pu le négocier par son entrée récente dans l'Union européenne en tant qu'État, alors que la Corse est une région française qui est rentrée dès la fondation de l'Union européenne. Donc on le voit, impossibilité. Alors on était content parce qu'il y a un vote majoritaire. Mais il n'y aura aucune efficacité. Pareil pour la co-officialité, c'est pas possible. Donc on a renvoyé à la Constitution ou au socle de la République pour résoudre des problèmes immédiats, imminents. Autre point, l'inscription de la Corse dans la Constitution, nous l'avons votée. Je ne veux pas voter contre puisque je suis dans cette logique. Mais c'est une logique à pas court terme, à moyen voire long terme. D'ailleurs, en 5 ans, le gouvernement n'a pas accédé à cette demande parce que c'est compliqué de réviser la Constitution. On ne la révise pas tous les jours. Aujourd'hui, François Hollande n'a pas les moyens de réviser la Constitution. Il aura peut-être sur les problèmes de sécurité intérieure. Donc, on le voit. Problème à résoudre immédiatement, solution impossible ou des solutions à très long terme. Ça n'est pas ma façon de faire de la politique et de résoudre les problèmes au quotidien dont nos concitoyens ont besoin. Paduc. On va en parler, si vous le voulez bien, Camille de Rocazert, dans une prochaine émission de ce Paduc. On en parlera plus longuement. On va se retrouver demain, en tout cas, pour parler d'une autre thématique. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Camille de Rocazert. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un sujet important, il s'agit des transports maritimes pour la Corse avec le devenir de la SNCM. Notamment, on va écouter Paul-Marie Bartoli, le président de l'Office des transports de la Corse, suite à la décision du tribunal de commerce de Marseille de qualifier donc de cette reprise de la SNCM à Patrick Rocca, à l'entrepreneur corse Patrick Rocca. On écoute Paul-Marie Bartoli, on vous retrouve après.
Je pense que son dossier tenait la mer et moi je respecterai le choix du tribunal de commerce. Je ne me suis jamais immiscé dans cette procédure, cela allait sans dire mieux vaut en le répétant, mais je vais vous faire un aveu, Roca n'était pas mon favori. J'avais un favori, c'était Steph. Malheureusement, l'entreprise Steph s'est retirée, je le regrette. Pour autant, je vais respecter scrupuleusement le choix du tribunal de commerce et je vais travailler avec Patrick Roch. Et d'ailleurs, je vais prendre dès les heures qui viennent des dispositions pour que la méridionale puisse lui donner la subdélégation conformément à ce qu'a souhaité la collectivité territoriale de. Alors, Camille de Rocazère, donc le dossier de Patrick Roch qui tenait la mer, la subdélégation et puis la DSP qui va arriver d'ici un peu plus d'un an. Écoutez, je pense que le tribunal de commerce, j'ose le dire, bon, il est indépendant, il y a la séparation des pouvoirs, mais on a le droit de qualifier les choses. Il a choisi la plus mauvaise des solutions. Je n'ai rien contre une entreprise, mais simplement entre un modèle constitué par un regroupement de 130, 140 entreprises corses qui couvre la totalité de l'activité économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le transport, il y a l'activité de distribution, il y a de fabrication, de production. C'est-à-dire qu'on avait un éventail très large. Et je trouvais que c'était très intéressant de voir que l'ensemble de l'entrepreneuriat corse, regroupé à travers 140 entreprises, Corsica Maritime, ce consortium, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que la Corse se prenait en main, mais en même temps qu'elle se prenait collectivement. C'était une opération collective, représentant toute la Corse, tous les territoires. Il n'y avait pas uniquement une concentration ou ajaxienne ou bastiaise ou autre. Donc je trouvais que c'était très, 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 très intéressant pour l'avenir de la Corse. Le monopole qui est en train d'être attribué, le choix qui a été fait, d'ailleurs surprenant, puisque le même tribunal de commerce, au mois de juin, rejetait l'offre de Patrick Roch. Tout d'un coup découvre que cette offre serait la meilleure tombant du ciel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce beau pays. Lorsqu'on lit à la page 35 du jugement du tribunal de commerce que les autorités corses ont fait le choix, que Patrick Roch, l'entreprise Roch, a le soutien des élus de la Corse, des autorités. Parce que lorsqu'on dit élu, c'est une chose. Lorsqu'on dit les autorités, ça veut dire, ça précise mieux. L'autorité, c'est celui qui est l'autorité délégante. On ne peut comprendre que cela. Donc on le voit. Lorsque j'entends Paul Maribart qui dit qu'il n'y a pas eu d'interférence, je laisse ses propos. Si c'est pas lui, c'est donc son frère, peut-être. Ou alors quelqu'un d'autre. Mais enfin, ce qui est écrit m'interpelle. Moi, je n'ai pas interféré, mais j'ai dit ce que je trouvais intéressant pour la Corse. Le monopole terrestre, le monopole des transports maritimes sur la DSP, sur Marseille, avec en plus, en prime, il y avait le volet déchets qui apparaissait naturellement. On voyait que c'était un ensemble qui se construisait. D'ailleurs, on doit ajouter le volet déchets. Heureusement, le préfet de Corse a annulé ce marché reconductible, marché qui représentait un volume de 40 millions, pratiquement 40 millions d'euros. Marché que le Civadec avait accordé. Oui, mais comme ça, on voit qu'il y a une association, il y a quand même quelque chose qui est global. À accorder dans un marché de gré à gré, après avoir rendu infructueux un appel d'offres, 40 millions pratiquement, 36 millions d'euros exactement. C'est quelque chose de très inquiétant. Je le dis avec beaucoup de calme, mais en même temps avec beaucoup de détermination. C'est pas cette Corse-là qu'on veut. C'est pas une Corse où tout le monde serait soumis, serait lié, où l'économie serait enfermée. Moi, je veux une économie libre. Je suis là pour défendre les libertés, la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce. Là, on le voit. Qui ferait le prix ? Une seule entreprise aurait le monopole de tout. Nous nous sommes battus sur le monopole, contre le monopole public. C'est pas pour construire un monopole privé. Mais surtout, c'est le fait que vous avez la continuité de l'activité, le transport terrestre, le transport maritime, les déchets. Qui va payer ça ? Le contribuable, l'argent public. C'est une manne
que certains veulent s'approprier. Je ne peux pas l'accepter. C'est pas une personne ou une autre, c'est le système, c'est par principe. Si mon meilleur ami proposait ça, je ne pourrais pas le soutenir. Et en même temps, on voit que personne ne peut dire qu'il n'y a pas de connexion avec Paul Jacob. En plus, on va à l'outrance. Lorsqu'en plus, dans la composition de la liste, certaines personnes s'y trouvent. Ça veut dire que on prend les gens pour des imbéciles. La Corse mérite mieux que ça. Je le dis, je suis très inquiet par rapport à cette action. Et lorsque je vois avec quelle désinvolture, avec quelle arrogance l'exécutif s'en débarrasse. Et hier, j'ai eu un débat par ailleurs. Et j'ai entendu ce qui alors m'a surpris énormément. Nous ne sommes pas coupables, l'exécutif n'est pas coupable d'avoir proposé, d'avoir soutenu. Mais l'État aurait, lui, soutenu, paraît-il, le groupe Garin. C'est extraordinaire. Lorsque des membres d'un exécutif qui soutiennent par ailleurs le gouvernement, parce que cet exécutif est à gauche et a soutenu le gouvernement Ayrault, Paul Jacob l'a soutenu sans faille, a soutenu le gouvernement de M. Valls, sans avoir aucun résultat pour la Corse. Parce que les résultats pour la Corse, que ce soit en matière de succession, j'y suis pour quelque chose. En matière économique, j'y suis pour quelque chose. Donc, et même sur les tabacs, j'y suis pour quelque chose. Mais je dois dire que sur le maritime, on le voit d'ailleurs, la DSP précédente, les OSP, c'est nous qui les avons réécrites, c'est notre groupe qui les a réécrites. Avec Tony Sid, nous avons réécrit. Vous imaginez qu'ils avaient été même jusqu'à aller proposer un prix plancher pour le tarif passager. On peut prévoir un prix plafond, mais jamais un prix plancher, parce qu'il faut laisser la liberté des prix, la liberté de commerce. Pourquoi mettre un prix plancher? On le voit, beaucoup d'aberrations ont été engagées dans ce domaine du transport maritime. Depuis le mois de juin, le tribunal de commerce a renvoyé sans arrêt sa décision, pour arriver à la veille d'une élection. Je m'interroge, savoir s'il n'y a pas eu vraiment là quelque chose de très 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 dangereux, très nocif. Et je sais que tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. On le voit, d'autres groupes politiques, je ne suis pas le seul à le dire. Alors moi je reste convaincu que la meilleure façon de défendre la Corse, c'est de la défendre dans la liberté. Et c'est ça, pour moi, le leitmotiv, la liberté. Liberté de navigation, liberté de travailler, liberté de se déplacer. Et surtout, c'est de ne pas être pris en otage par qui que ce soit. Nous nous étions battus pour avoir un service minimum garanti. La gauche y est opposée. Nous continuerons à défendre un service minimum garanti pour la Corse. Mais la meilleure des garanties, c'est qu'il soit libre, qu'il ne soit pas le fait d'une personne ou d'une entreprise, qu'il soit à la disposition de l'ensemble de l'économie de la Corse. Moi, je veux une économie de la Corse libre et non pas mise sous tutelle. Sur le devenir, en fait, de cette compagnie, vous êtes plutôt DSP ou SP? Aujourd'hui, nous sommes encore loin de cela. Parce que, si vous voulez, ce qui vient de se passer au tribunal de commerce m'interpelle tellement que je ne vois pas ce qui peut se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a quelque chose d'aberrant et c'est la première des questions pour moi. Avant de parler de la DSP ou de SP, je pense qu'il faut des obligations de service public. Je pense qu'il faut garantir le fret. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'on ne peut pas permettre plus de concurrence, de compétitivité sur le passager et par contre avoir une DSP qui serait proprement attribuée au fret. Moi, je ne suis pas là pour défendre le port de Marseille, je le dis très clairement. Les Marseillais nous coûtent cher depuis longtemps. Moi, je suis là pour défendre les intérêts de la Corse et l'économie de la Corse. Ça veut dire que ça n'est pas uniquement en obligeant la DSP de partir de Marseille et en formant un bloc DSP parce qu'il faut maintenir les emplois et maintenir les navires. On est sorti de cette situation pour une raison simple, c'est que de toute façon on sait qu'on ne va pas maintenir les emplois. De toute façon on sait qu'il va falloir changer les navires. De toute façon on sait qu'on n'a plus le même opérateur. Quoi qu'il arrive, il y aura un autre opérateur. Ça veut dire que on sait aussi qu'à Toulon, vous savez qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, Corsica Maritime est en train de se protéger, de protéger les intérêts des entreprises corses et vraisemblablement, si les choses ne s'arrangent pas, de partir vers Toulon.
Donc on le voit, tout cela c'est un modèle nouveau qui est en train de se préciser. Moi ce que j'appréciais dans Corsica Maritime, c'est lorsque j'ai entendu, nous sommes prêts, nous, à faire la desserte de Marseille sur les ports principaux de Bastia et d'Ajaccio pour 0 € de continuité territoriale, de dotation de continuité territoriale. Et quant au reste, c'est à vous de définir ce que vous voulez sur les ports secondaires. Et à ce moment-là, bien sûr, il nous faudra une aide publique. Je trouvais ça sain parce que ça permettait automatiquement de dégager 20, 30, 40 millions d'euros, ce qui est indispensable par rapport à la mauvaise gestion de l'exécutif sortant, de Paul Jacob, pour trouver des marges de manœuvre pour investir. Parce que lorsque vous n'avez plus, vous avez des dotations qui baissent, des marges de manœuvre très faibles, voire inexistantes, entre, je dirais, parce que les dépenses de fonctionnement sont trop importantes, et qu'il faut absolument retrouver des marges de manœuvre, eh bien, la première possible, c'était les économies faites sur la dotation de continuité territoriale pour redéployer. La première façon de redéployer pour nous, c'était de baisser le tarif résident, qu'il soit maritime ou aérien. Il faut le baisser fortement. C'est notre opposition, c'est mon groupe qui avait déterminé que dans les dernières OSP, on baisse le tarif résident. Moi, je voudrais consacrer sur 40 millions d'économies qui sont potentiellement réalisables sur la dotation de continuité territoriale, d'avoir 15 millions pour baisser le tarif résident, 15 millions pour pouvoir, je dirais, assumer les investissements nécessaires sur les ports et les aéroports, et en même temps de permettre par les 15 autres millions de pouvoir répondre à une annuité d'emprunt pour faire des travaux sur le réseau routier. Pour cela, bien sûr, il faut modifier la loi, mais vous voyez que le problème des transports, on ne peut pas distinguer le problème des transports maritimes de l'ensemble de la problématique des transports. C'est maritime, c'est terrestre, et c'est en même temps routier. Or là, on le voit, il manquait plus qu'après d'additionner à ce groupe monopolistique routier, maritime et des déchets. Il n'y avait plus qu'à ajouter le transport aérien et la messe était dite. La Corse était bien enfermée, bien cadenassée au profit de quelques intérêts. Moi, j'ai envie que l'économie de la Corse se développe au profit de tous, au profit de toutes les entreprises qui existent et de celles à venir. Et que les prix se fassent par la libre concurrence, que ça ne soit pas aux contribuables ou à l'usager ou aux consommateurs d'avoir à payer une charge très lourde parce qu'on aurait mal travaillé, parce qu'on aurait assujetti la Corse à quelques intérêts. Merci beaucoup Camille de Rocazère. On va se retrouver demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Camille de Rocazère. Bonjour. Bonjour. On poursuit ces thématiques d'actualité. On va écouter une intervention de José Rossi qui se présente, lui, pour ces élections territoriales sous l'étiquette des Républicains. Donc, il va nous parler économie, notamment. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion aussi d'aborder donc, les deux listes de droite. À tout de suite. Ma thèse, c'est qu'on ne peut pas laisser mourir les activités existantes, qu'il faut les moderniser, les adapter à des situations nouvelles et faire en sorte qu'elles retrouvent de la vigueur et de la compétitivité. On ne construit pas une économie nouvelle sur un champ de ruines. C'est ce que je me tue à dire et ce que parfois on a du mal à comprendre. Donc pour cela, il faut qu'on ait des montages financiers adaptés. Il faut qu'il y ait des investissements diversifiés. Je pense des activités nouvelles au fonds d'intervention de proximité qui sont une excellente chose. Ils bénéficient d'un avantage fiscal de défiscalisation intéressant. Il y a des mécanismes de garantie bancaire qui s'améliorent petit à petit. Bon, tout ça, on peut le faire progresser, mais il faut penser toujours à la nécessité d'avoir un marché, d'avoir des clients et d'être attractif. Et il faut donner une image de la Corse qui soit une image positive. Et ça veut dire que le président du conseil exécutif, quel qu'il soit, si je suis celui-là, je le ferai, mais quel qu'il soit, il doit être à la fois un fédérateur en Corse des énergies entrepreneuriales, au contact direct des entrepreneurs et au contact des chambres consulaires, agriculture, métiers, commerce, au contact des syndicats professionnels ou salariés. Il doit être sur le chantier au quotidien pour entraîner tout le monde. Camille de Rocazère a donc deux listes à droite, l'une que vous conduisez, l'autre amenée par José Rossi. Sur ces fondements économiques, vous êtes d'accord? Vous avez l'impression que c'est un peu abstrait? Moi, je vais être un peu plus concret en termes de propositions. Je remercie José Ross de mettre en avant le fonds d'investissement de proximité. C'est pas le fonds d'intervention, mais d'investissement de proximité, le fameux FIP Corse. Il y en a maintenant 3 ou 4, et c'est moi qui l'ai permis par la loi en 2006. C'est moi qui ai obtenu une dérogation par rapport au droit commun, c'est-à-dire que j'ai obtenu que tout épargnant qui s'investissait dans un FIP puisse bénéficier de 50% à l'époque de crédit d'impôt. Aujourd'hui, c'est 38%. Donc on le voit, on a maintenu quand même un différentiel par rapport au droit commun qui est à 20% ou même moins de 20% aujourd'hui. Ça veut dire que si vous mettez 1 000 €
dans un FIP Corse au bénéfice, dont 70% va aller au bénéfice d'une entreprise, sur ces 1 000 euros, vous pouvez aujourd'hui dégager 380 euros de crédit d'impôt. C'est pas rien. Crédit d'impôt, ça veut dire, c'est pas la diminution de l'impôt à déclarer, c'est sur l'impôt payé. Bon. Et si vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros, ça veut dire que vous avez à ce moment-là 3 800 euros de crédit d'impôt. Ça marche. On investit beaucoup. J'espère que ça sera encore plus dynamique en termes de recherche d'entreprises à soutenir, et pas uniquement dans les entreprises où on sait qu'il y a une garantie de bénéfices rapides, de capitalistique. Moi, je suis pour que ça aille dans les entreprises où, puisqu'on est sur du long terme, on est sur 7 ans minimum, que ça puisse être sur les entreprises où effectivement il y a peut-être au départ des risques, prise de risque, mais en même temps qui peuvent dégager de la valeur ajoutée, de forte valeur ajoutée, et dans la durée, et donc créer de l'emploi. Moi, je vais être beaucoup plus pragmatique. La première fonction en termes d'économie, il y a 2 choses. Mais la première, c'est le transport. On a parlé déjà de transport maritime, on va parler de transport plutôt aérien, c'est-à-dire de ceux qui facilitent l'arrivée permanente toute l'année, pour des courts séjours, des moyens séjours, 3, 4 jours, 5 jours. C'est comme ça que se développent toutes les activités touristiques et économiques en général, parce que le tourisme, c'est un bloc de l'activité économique. C'est 33% à peu près de l'activité de la Corse, du PIB de la Corse. Avec le transport, on voit que c'est important. Et comme on sait qu'on ne va pas pouvoir continuer à développer l'emploi public, on est arrivé à saturation, parce qu'il n'y a plus les moyens. Parce qu'un emploi public, c'est payé par de l'impôt, alors que l'emploi marchand, certains disent l'emploi privé, moi je dis l'emploi marchand, c'est quelque chose qui se rémunère tout seul, par la création d'activités, par la création de richesses. Et ça, c'est au contraire, ça permet de créer, d'ailleurs, ça permet de justifier de l'emploi public. L'emploi privé, un emploi public, on s'est détruit 2 emplois privés, 2 emplois privés, ça permet aussi de garantir des besoins de services publics. Donc on le voit, il faut inverser le système. On a donné de mauvais signaux sur l'activité économique. José Ross a raison lorsqu'il dit que ça se dégrade. Je sais que ça se dégrade. Ça se dégrade puisqu'on le voit même en termes d'emploi, puisque le chômage est reparti à la hausse depuis 2011-2012, puisque le chômage des jeunes a augmenté de 30% en Corse, alors qu'avant nous avions une constante progression de l'activité économique. On avait le plus fort taux de PIB de toutes les régions françaises, et on avait aussi, on revenait au niveau du chômage de la moyenne nationale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Transport. Je libère les transports comment? Je supprime progressivement, en la diminuant, la taxe sur les transports. Cette taxe sur les transports est une aberration économique. Elle a été créée en 91. J'en ai parlé d'ailleurs avec José Ross là-dessus, puisqu'il était un peu à l'origine de cette taxe. Nous devons la supprimer. Je pense qu'il est conscient aujourd'hui de cette nécessité. On en a les moyens? Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle représente 35 à 37 millions d'euros pour la collectivité territoriale. C'est une ressource importante. C'est le tiers des ressources propres de la collectivité. Ben oui, on va en avoir les moyens, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors on va la diminuer progressivement. Si je la diminue, l'année N, je perds des marges de manœuvre, financières. Mais l'année N+1, je suis censé avoir augmenté le volume de personnes transportées. Donc je compense la perte de recettes par le taux, par le nombre transporté. Le but, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez les compagnies aériennes dites low cost, et en disant ça, je ne veux pas du tout agresser ni Air Corse ni Air France. Ils ont leur place sur le service public. Mais ils ne pourront pas satisfaire notamment toutes les moyennes distances, tous les moyens de toute l'Europe du Nord. Ce n'est pas nos entreprises qui pourront le faire puisqu'ils ne sont pas compétitifs. Donc il faut aller chercher celles qui le font par ailleurs. Si vous allez en Sardaigne, à Olbia, à Alghero et à Cagliari, vous avez des entreprises low cost toute l'année. Toute l'année. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il se trouve que la marge bénéficiaire de ces entreprises par siège passager, puisqu'ils font les tarifs les plus bas, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un volume de passagers considérable, eh bien, elle est de l'ordre de 6 €. Nous leur appliquons une taxe des transports qui est le double, voire le triple, voire le quadruple de leur marge bénéficiaire. Si on la supprime, on leur permet de refaire la marge bénéficiaire.
Eux, ce qui les intéresse, c'est de remplir un avion. C'est pas d'avoir un avion vide. Contrairement au service public, où on peut se payer le luxe d'avoir un avion vide, mais qu'il vole. Alors on a besoin d'avoir des avions, même s'ils sont vides, pour garantir, je dirais, le service public hors saison. Mais si nous voulons élargir la saison touristique, et donc avoir un volume marchand pour l'économie de la Corse, pour l'agriculture, pour tous nos produits, pour l'artisanat, si nous voulons que nos villages de l'intérieur, hors saison, parce que hors saison, à partir du 15 septembre ou du 1er octobre, vous n'allez plus sur la plage. Si vous allez sur la plage, vous allez passer 1 heure pour vous promener avec les enfants. Mais vous allez découvrir l'intérieur de la Corse. C'est là où justement nos communes qui ont une richesse architecturale, patrimoniale, une identité forte, des produits remarquables, à ce moment-là, vous recréez l'activité. Et en même temps, si vous arrêtez d'afficher des chiffons rouges, comme le statut de résident, tout ce qui contrarie l'investissement dans l'immobilier, si on fait un PADUC qui ne soit pas un PADUC, je dirais, malthusien, qui empêche toute forme de développement positive, c'est-à-dire faire de la valeur ajoutée, la Corse a besoin de fabriquer la valeur ajoutée, à ce moment-là, vous avez effectivement une économie qui va s'étaler non pas sur 3 mois, mais sur 6, 8 mois, voire 10 mois. Comme d'autres régions touristiques, il n'y a que la Corse qui s'est enfermée. Nous avons un modèle qui est hors norme et qui est hors marché. Il suffit de peu de choses, et ça commence par les transports, pour arriver à cela. Après, c'est la formation. Le deuxième outil indispensable pour aller vers une économie, je dirais, non seulement de production, mais à valeur ajoutée, et à valeur ajoutée en termes de revenus, de salaire. C'est ça qui compte, c'est de former nos jeunes au métier d'aujourd'hui. C'est de défendre ce qui existe, c'est-à-dire le BTP, par de l'investissement public, mais en favorisant aussi l'investissement privé. Aujourd'hui, je dis, on met des chiffons rouges partout. Et en même temps, on a supprimé les marges de manœuvre qui existaient en matière d'investissement public. Moi, je veux les redonner. Je vais les redonner comment? En allant chercher les investissements, on sait que c'est plus l'État. Ça sera la Banque européenne d'investissement. Nous n'avons jamais travaillé avec elle. Il faut savoir s'endetter, mais s'endetter de façon positive. Lorsqu'une entreprise s'endette, elle s'endette parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir créer la valeur ajoutée. Nous avons, parfois, vocation à nous endetter, pas dans les domaines où on crée la valeur ajoutée. Alors c'est vrai qu'il faut défendre l'activité actuelle et ouvrir à des perspectives nouvelles. Il y a des filières nouvelles. Il faut doter la Corse des plus grandes technologies et notamment permettre à tous les territoires d'être ouverts au très haut débit, pas au débit, au très haut débit. Nos zones d'activité doivent être organisées en ce sens pour permettre justement, si on veut attirer de l'activité nouvelle, de l'économie nouvelle. C'est compliqué ça, hein, Non, c'est pas compliqué. C'est une demande obligatoire. Si on veut rester dans la course mondiale, et la course mondiale, ça va vite. Ça a été une demande de la collectivité, cette mandature, la mandature précédente, mais on a l'impression que ça avance pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir cibler les investissements. Parce qu'il faut faire des priorités. On ne peut pas faire tous les choix. Lorsqu'on fait tous les choix, on ne fait aucun choix. La responsabilité que nous sommes, des élus que nous sommes, et la mienne, ça sera de faire des choix. Il y a du dialogue, mais à un moment donné, on fait les choix. Et on assume ces choix. Le non-choix ou le saupoudrage tel qu'il se fait, ça fait qu'on ne peut pas aller au bout de la réussite. Donc nous devons chercher les moyens de la réussite. Je suis allé chercher des chefs d'entreprise. Paul Trojan, qui est à mes côtés, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse. Et vous avez bien vu, il est félicité par la Chambre régionale des comptes pour une très bonne gestion. Moi, je cherche les bons gestionnaires, pas ceux qui gaspillent l'argent public. Et je cherche ceux qui entreprennent et qui créent l'activité. Donc c'est cela, c'est tout un bloc. J'ai permis le retour de la CADEC. Fanfan Domich d'ailleurs le reconnaît, c'est grâce à Christine Lagarde que j'ai obtenu de relancer la CADEC. La CADEC aujourd'hui, c'est un outil comme le FIP, mais avec le FIP, c'est complémentaire tout cela. C'est un outil pour le financement de l'économie réelle, l'économie marchande. Eh bien moi je pense que la CADEC, on doit aller plus loin. Je souhaite que la CADEC puisse avoir l'agrément demain. Alors ça va prendre du temps peut-être, mais au moins engageons la réflexion. Je sais que certains me disent que j'ai trop d'ambition. Moi je trouve que c'est les autres qui n'en ont pas assez. Et j'aimerais qu'avec moi, tous ceux qui m'accompagnent aient au moins cette ambition. C'est que la CADEC puisse faire comme les FIP, lever l'épargne populaire, mais de façon massive. Pourquoi? Parce que je pense que la Corse, il faut un vrai plan. Un plan ambitieux sur les 20 ans à venir. Cette mandature va durer peut-être que 2 ans. Mais dans les 2 ans, on doit travailler pour les 20 ans à venir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire préparer de grands travaux dans la durée. L'axe Bastia-Bonifacio, l'axe Bonifacio-Ajaccio, le train, tout cela. Mettre la Corse au niveau de la compétition et du marché européen.
Nous ne pouvons pas continuer à nous développer si nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. En Corse, on a multiplié par 2 le temps de parcours en 30 ans, alors que partout ailleurs dans le monde et sur le continent, on le divisait par 2. Le temps de parcours, le temps de transport, je vous l'ai dit, la fonction transport est essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est le prix final qui dépend du transport. Si le transport coûte plus cher, le prix de la marchandise, en finale, coûtera plus cher. Si vous réduisez les coûts, si pour le transporteur, eh bien, il peut faire 2 allers-retours dans la journée entre Bastia et Bonifacio, je prends cet exemple, eh bien, il va pouvoir, je dirais, avoir un volume marchand plus important, et à ce moment-là, son prix va baisser. Sinon, il est obligé d'avoir, parce qu'il va payer 7 heures de travail maximum à son salarié, à ses salariés. Donc, on le voit. Et puis, si on se déplace plus facilement, le tourisme pénétrera dans l'intérieur de la Corse, il ira davantage parce qu'il aura la possibilité de venir à des prix normaux, comparables à ceux qu'il a sur le continent. Lorsque vous faites Stockholm, le Portugal, Lisbonne, et que vous payez 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher que si vous faites Paris, Ajaccio, il faut se poser la question. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que le Stockholm-Ajaccio soit au prix d'aujourd'hui de Stockholm-Lisbonne. Et pour cela, c'est simple. Baissons jusqu'à supprimer la taxe sur les transports, organisons autrement je dirais, le transport maritime et le transport aérien, faisons les économies nécessaires, et on sait qu'on peut les faire sur la dotation de continuité territoriale, et en même temps, ayons une ambition sur le transport terrestre. Aujourd'hui, je trouve inacceptable que l'été, on soit obligé de mettre 4h30, voire 5 heures entre Bonifacio et Bastia. Il y a 160 km. C'est pas normal. Ailleurs sur le continent, on mettrait 1h30. Merci beaucoup, Camille de Roccaser. L'heure tourne, on va devoir se retrouver demain. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons notre invité Camille de Roccaser. Bonjour. Bonjour. Candidat aux élections territoriales, député également, bonjour. On va parler du PADUC, un sujet que l'on a entendu en filigrane en fait, sur toutes vos interventions, à travers justement une intervention de Jean-Guy Talamogne. Pour lui, le PADUC sera la ligne de démarcation entre les progressistes, les évolutionnistes et les tenantes du statu quo. On écoute Jean-Guy Talamogne et on suppose qu'on n'allait pas être tout à fait d'accord avec lui. Il y a eu une phase importante qui s'est déroulée pendant 5 ans avec vote par l'Assemblée de Corse de la plupart des revendications nationalistes en matière linguistique, en matière de foncier, en matière d'environnement, je pense à l'agenda 21, en matière de fiscalité, de révision constitutionnelle et d'amnistie. Cela change considérablement les choses puisque des revendications qui étaient seulement celles des nationalistes pendant 40 ans sont désormais validées par une majorité massive de l'Assemblée de Corse et nous le pensons une majorité massive de la société corse, puisque les élus n'ont fait que suivre les évolutions de la société. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle démarche, une nouvelle phase qui va permettre d'établir un rapport de force entre la Corse et Paris pour que Paris prenne en compte ces demandes démocratiquement formulées par notre Assemblée. Ça va être un combat extrêmement difficile de toute évidence, mais il est tout à fait nécessaire que l'Assemblée de Corse demain soit composée largement d'élus qui soutiennent la réforme et, nous le pensons aussi, le Conseil exécutif, le gouvernement de la Corse, bien qu'il soit désormais dirigé par des élus qui veulent changer les choses. Écoutez, d'abord, les élus qui veulent changer les choses, je suis prêt à changer les choses, et d'ailleurs je le dis dans beaucoup de domaines, mais c'est quand même encore les électrices et les électeurs qui vont être déterminants. C'est eux qu'il faut convaincre et pas se convaincre soi-même, et surtout, ça n'est pas apparemment ce qui s'est passé pendant 5 ans dans cet hémicycle de l'Assemblée de Corse qui a enthousiasmé l'opinion publique. On le voit, il y a un décalage entre ce qui était attendu et ce qui a été fait. Mais dans tout ce que j'ai entendu de Jean-Guy Talamogne, rien ne me surprend, mais je n'ai pas entendu parler de PADUC. J'ai entendu parler d'amnistie, et on peut parler d'amnistie. Oui, on peut se retrouver aussi sur certaines choses. Je pense qu'à un moment donné, on doit effectivement savoir passer des étapes. Maintenant, on le sait, on a eu un débat là-dessus, et je le dis très clairement, les crimes de sang, ça n'est pas possible. Et puis d'autre part, il y a des affaires qui ne sont pas encore jugées, et donc il y a forcément des parties civiles, il y a des victimes. Chaque fois qu'il y a des victimes, je pense d'abord aux victimes, mais aussi je peux penser aux familles de ceux qui ont souffert et qui souffrent encore. Nous avons favorisé le rapprochement des détenus.
Je pense qu'il faut le faire jusqu'au bout et que là, les gouvernements doivent être responsables, respecter leurs engagements, quels qu'ils soient, gouvernement de droite. Respecter la loi, bien sûr, mais on doit respecter les lois. Les lois aussi, on peut les adapter. On le voit en ce moment avec la situation, je dirais, de sécurité intérieure de notre pays. On le voit à travers le terrorisme, le fanatisme islamique et djihadiste. On voit qu'on est capable d'adapter les lois lorsque c'est nécessaire, parfois malheureusement avec trop de retard, parfois en décalage, parce que moi je préfère l'action qui empêche les événements que l'action qui suit les événements. Voilà, donc voilà, mais revenons au PADUC. Pour revenir à ce PADUC, parce que j'ai rien entendu sur le PADUC, tout le reste c'est la littérature. D'ailleurs dans ce PADUC il y a 9000 pages de littérature. Il n'y a pas un axe vraiment défini. La preuve, c'est que le PADUC avait oublié de parler du traitement des déchets, puisque on le voit, on est au pied du mur. Il va falloir reprendre le travail là-dessus. Il va falloir se remettre au travail. Le PADUC, c'était pour moi, ça devait être les scénarios du possible. Ce qu'on empêche, ce qu'on ne veut absolument pas, il faut le définir très facilement. Mais le PADUC, c'était les scénarios du possible à travers le respect de deux lois, puisqu'on ne peut pas les adapter, il n'y a que le Parlement qui pourra les adapter, la loi littorale, la loi montagne, c'est-à-dire loi d'équilibre. Ce sont des lois d'équilibre et le PADUC tel qu'il a été défini, c'est un PADUC de déséquilibre qui empêche de façon très importante le développement futur. Il le contrarie. Il n'est pas là pour, je dirais, le faciliter, le promouvoir. Il n'y avait même pas d'aspect tourisme. Il a fallu nuitamment, je dirais presque assister Vanina Pierre, la pauvre, qui n'avait pas été écoutée. Bon, et c'est même moi qui ai défendu des amendements à ce moment-là pour qu'on parle tourisme. On a l'impression que le tourisme, ça serait un mal, ça serait une maladie, alors que le tourisme permet de faire vivre beaucoup d'entreprises et de développer beaucoup d'activités, notamment de services. D'ailleurs, je dirais un mot sur, aussi en termes d'emploi, ce qu'on peut faire là-dessus. Mais pour revenir au PADUC, la loi prévoyait que le PADUC pouvait préciser les modalités d'application des lois montagne et littorales en Corse. Et c'est moi qui avais insisté pour que dans la loi, que Nicolas Sarkozy a voulu simplifier au bénéfice de la Corse, pour que ça soit plus simple de mettre en œuvre un PADUC, de le réaliser, que la procédure soit allégée, et c'est le gouvernement de François Fillon qui l'a permis, eh bien, on avait tous les outils pour éviter que ce soit le juge administratif qui soit en permanence le décideur. Aujourd'hui, avec ce PADUC, ce sera à nouveau le juge administratif qui soit en permanence le décideur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a apporté aucune sécurité juridique à ce document. 9000 pages de blabla, avec quelques pages de bonnes intentions. On dit, il faut développer l'économie marchande. Bah oui. C'est quoi ? C'est exactement ce que nous proposons, mais nous avec des solutions pragmatiques, en disant c'est par l'entreprise, c'est pas par de la philosophie, c'est pas parce que les élus de l'Assemblée de Corse, qui souvent sont très déconnectés, parce que c'est de l'idéologie, on a énormément d'idéologues, bon, on a peu de praticiens. Moi je suis allé chercher justement des praticiens de l'économie pour pouvoir parler de façon concrète d'économie, et d'économie productive, effectivement. Je suis pour une économie productive. Je suis pour une diversification de l'économie. C'est pas en diminuant la part du tourisme, c'est en augmentant la part du reste. Et c'est peut-être en contractant quand même, parce qu'on aura ouvert d'autres perspectives, en contractant l'emploi public, qui aujourd'hui est trop important. Lorsqu'on s'attaque aussi au BTP, on sait très bien que le BTP, c'est là où on peut créer le plus facilement des emplois demain, et qu'on peut le plus facilement en détruire aujourd'hui. Alors. Donc, on le voit, le PADUC ne porte pas un modèle de développement, c'est un modèle malthusien qui a été fait par des gens pour satisfaire des idéologies, et Maria Udice a fait un travail pour avoir une majorité, pour garantir, c'était la seule inquiétude de Paul Jacob, ou le seul objectif de Paul Jacob, sa première inquiétude, c'était, il n'avait pas de majorité absolue, c'était de se garantir qu'il ne soit pas dérangé pendant 5 ans, et donc faisant travailler dans la durée, comme si on ne pouvait pas faire un PADUC en l'espace d'un an et demi, et en même temps d'avoir le dernier vote ultime, où je vois que certains, d'ailleurs je ne comprends pas, le groupe FEM, qui est allé voter ce PADUC, et qui aujourd'hui est en accusation, je dirais, de l'exécutif sortant. Nous l'avons combattu, non pas parce que c'était une posture idéologique,
ou politicienne, mais parce qu'il est mauvais pour la Corse. Il ne permettra rien. Et Mario Lucchel est allé trop loin. Lorsqu'on introduit dans le PADUC... Camille Cazard, l'un des reproches que l'on vous fait, en fait, c'est que quand vous étiez aux responsabilités, ce PADUC n'a pas vu le jour. Mais il n'a pas vu le jour, pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu une erreur chez nous. Je l'ai critiqué à l'époque. Je ne vais pas aujourd'hui dire que c'était parfait. Je le dis, ma définition, c'était les scénarios du possible. On ne peut pas enfermer la Corse dans un modèle unique. Le monde évolue. Je veux avoir la possibilité, dans 10 ans, dans 15 ans, de projeter la Corse par rapport au monde tel qu'il sera. Le monde n'est pas fini aujourd'hui. Si on ne comprend pas qu'il y a eu la mondialisation, la globalisation, l'accélération du temps, on met la Corse hors jeu. Le reste du monde évolue, va très vite. Les technologies évoluent, vont très vite. Si on n'est pas capable de s'adapter à cela, on meurt. Donc moi, c'est l'adaptation. Mais en même temps, l'élément déterminant du PADUC, c'était la partie qui vaut DTA, Directive territoriale d'aménagement. Sur cette partie-là, on avait la possibilité, non pas par adaptation, mais par précision de ce qu'est la Corse et de comment elle peut évoluer. On avait le moyen de dépasser le jugement, je dirais, du tribunal administratif pour avoir un document qui soit validé en Conseil d'État et qui puisse, comme sur la Côte d'Azur, préciser les modalités. Nous n'avons pas voulu faire cela. On a même durci. Maria Lucchel, nous l'attaquerons, ce PADUC, parce qu'il est déjà de nature à adaptation. Or, nous n'avons pas le pouvoir d'adaptation. Deuxièmement, lorsqu'on met dans le PADUC, pour faire plaisir aux nationalistes, qu'il y a le statut de résident, qu'on va vers le statut de résident, on sait qu'on ne l'aura pas, mais on dit qu'on va vers tout ça. Ça pollue. Lorsqu'on dit que la co-officialité, c'est déterminant, lorsqu'on dit que la reconnaissance du peuple corse, c'est déterminant, ça veut dire qu'on met des ingrédients qui sont anticonstitutionnels, qui sont contraires aux principes fondamentaux de la République, et on dit, on a un document. C'est un document de complaisance. C'est un document, on le voit, les seuls amendements qui ont été retenus, ce sont les amendements des nationalistes, les amendements de la partie, je dirais, verte, nationaliste verte. C'était pour faire plaisir aux associations de défense de l'environnement, qui sont des associations qui ne savent pas défendre l'environnement. L'environnement, ça doit se défendre autrement. Nous avons des outils de défense de l'environnement. Nous avons le Conservatoire du littoral. La Corse ne sera pas urbanisée outrancièrement, mais la Corse a besoin de se développer. Lorsqu'on met en opposition, je dirais, l'urbain, le périurbain avec l'agriculture, mais c'est pas parce qu'on développera 50 000 hectares de plus pour l'agriculture qu'il y aura un développement de l'agriculture. Moi, ce que j'attends, c'est qu'au contraire, on s'attache à la transmission des entreprises de l'exploitation agricole et qu'on mette en production des exploitations. Aujourd'hui, vous avez des friches. Si je veux installer un jeune, je lui dis, tiens, tu as 20 hectares, débrouille-toi. Tu auras une DGA. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Non, il faut l'aider. Notre modèle, c'est d'avoir des outils d'ingénierie qui permettent de mettre en production de façon intelligente par rapport aux spéculations possibles, aux spéculations agricoles. Et le mot spéculation, ça veut dire production. Et de favoriser par la diversité de l'activité. Au-delà de la production, c'est l'écotourisme, c'est l'agrotourisme. Or, le PADUC, tel qu'il a été défini par Maria Lucchel, ne permettra pas cette évolution-là, ne permettra pas de pouvoir faire de l'agrotourisme et de l'écotourisme, ne permettra pas de faire de la transformation des produits. Or, on sait aujourd'hui, on voit la progression et la valeur ajoutée qui est faite dans l'agroalimentaire. Donc, on le voit, ce PADUC n'apportera aucune sécurité juridique dans le cadre de ce qu'on appelle par ailleurs une DTA, c'est-à-dire que les communes qui n'ont pas de PLU aujourd'hui, qui ont vu leur PLU, toutes les communes électorales ont pratiquement leur PLU soit annulé complètement, soit partiellement. Les maires, qu'est-ce qu'ils ont intérêt? Par les recours des associations de défense de l'environnement. Oui, mais pourquoi? Très souvent. Parce qu'on n'avait pas précisé. Mais si on avait permis de préciser ce que la loi permettait dans le PADUC, les modalités d'application, lorsque Maria Lucchel, elle va très très loin, lorsqu'elle dit que les communes qui pourront bénéficier, je dirais, de l'extension limitée en continuité de l'urbanisation existante, n'auront pas droit au hameau nouveau. Mais c'est catastrophique. Ça veut dire que toutes les communes littorales, elles ont déjà de l'urbanisation. Je prends Porto-Vecchio. Il y a de très beaux projets à Porto-Vecchio. Je prends un projet. Casa di Petro, tout le monde en a parlé. Ça fait un scandale parce que le projet a été annulé. Eh bien, Casa di Petro, c'est l'exemple même type d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. L'activité touristique, si on veut développer le tourisme, un tourisme à valeur ajoutée, mais il faut permettre cela. Ce sont aujourd'hui,
des opérations où vous avez non seulement un hôtel, mais vous avez des spas, vous avez de l'équipement sportif, vous avez un ensemble de choses. Ce sont des hameaux nouveaux, à partir du moment où à côté vous avez aussi une forme, je dirais, d'hôtellerie par appartement. Cela, c'est le modèle qui existe dans le monde. Il n'est plus possible. Il ne sera possible que là où il n'y a pas d'extension limitée en continuité d'urbanisation existante. Ça veut dire que Maria Ulicel a supprimé à la Corse ce que la loi permet. C'est l'un et l'autre, et avec elle, c'est l'un ou l'autre. Moi, je dis, je choisis fromage et dessert, et non pas uniquement ou fromage ou dessert. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir. Lorsque vous avez l'activité, je dirais, publique, l'investissement public qui diminue, et c'est leur responsabilité, et qu'en même temps, vous contrariez l'investissement privé, eh bien, vous aurez un effondrement du BTP. Et des services autour, parce que lorsque le BTP s'effondre, il y a tous les services autour qui s'effondrent. Donc c'est le mauvais modèle. Il est malthusien, il est idéologique par excellence, alors qu'il faut un modèle qui soit responsable, raisonnable. Il faut une agriculture raisonnée et il faut une urbanisation raisonnable et responsable. Ça veut dire que c'est un équilibre. Il n'y a plus d'équilibre aujourd'hui, et je le regrette. Je vois que beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires et de conseils municipaux n'ont plus de marge de manœuvre. C'est aussi une façon d'assujettir totalement à ce PADUC, puisque ce PADUC est devenu pratiquement un PLU, alors qu'il doit y avoir uniquement le principe de compatibilité entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre laissée. C'est encore une façon de gouverner qui n'est pas la nôtre. C'est celle de laisser de la liberté aux élus locaux, parce que les élus municipaux, parce que nous les respectons, ou intercommunaux. Il n'est pas question de les phagocyter, de les mettre sous une tutelle totale. Vous savez, il y a un principe constitutionnel qui est important. C'est la libre administration des collectivités les unes par rapport aux autres. On n'a pas le droit, et c'est constitutionnel, de mettre sous tutelle. Donc ce PADUC n'aura pas une longue vie, mais le temps de l'annuler et le temps après de le reprendre, eh bien, ça va laisser pendant 3-4 ans, malheureusement, beaucoup de communes en incapacité de se développer. Et si elles sont en incapacité de se développer, elles qui sont porteurs de projets de développement, eh bien, c'est l'emploi public, c'est l'emploi privé et public qui va en pâtir. Ça veut dire que c'est la jeunesse à laquelle on ne pourra pas offrir demain un avenir sur cette terre qu'ils aimeraient pouvoir bâtir, pouvoir entretenir, pouvoir protéger, mais en même temps pouvoir développer. C'est cela qui est en jeu par ce PADUC. Camille de Rocazère, on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine à 48 heures du premier tour des élections territoriales. Ce sera ce dimanche. Nous accueillons Camille de Rocazère. Bonjour. Bonjour. Camille de Rocazère a donc dernière intervention, celle de François Pernin, le président de la CLÉ, la coordination de lutte contre l'exclusion. Il a lancé un questionnaire, un appel aux différents candidats à cette élection territoriale, comme il l'avait fait lors de précédents scrutins. On écoute François Pernin sur la philosophie de ce document et on vous retrouve après. Ce problème-là, il est d'ordre pour nous politique. Nous sommes dans la prise en charge des conséquences. On fait comme on peut, de moins en moins bien, parce qu'il y a de plus en plus de monde et de moins en moins de moyens. Et nous disons, bien sûr, si nous pouvons avoir quelques argent en plus, c'est très bien, mais nous disons surtout aux politiques, nous ne vous demandons pas de faire de la charité, nous vous demandons de faire de la politique, c'est-à-dire de vous saisir du problème là où il faut, d'identifier les causes, de les inverser et de savoir innover dans les prises en charge et dans les préventions de tout ce qui fait chuter dans la pauvreté. La pauvreté, c'est pas un saucisson qu'on coupe en tranches, parce que à ce moment-là, personne n'ose la prendre en main. Et la CTC a montré qu'elle était capable de la prendre en main en écrivant cette charte qu'on leur demandait pas forcément dans leur responsabilité, mais en l'écrivant. Et je crois que nos élus sont des élus de proximité. Un maire de village, il est en première ligne face à la pauvreté de ses concitoyens. Donc je pense que oui, qu'il faut des gens responsables pour se dire il y a des zones de vide, il y a des zones d'absence de prise en charge, il y a des zones où nous ne sommes pas là. Il faut que quelqu'un assure la globalité de la prise en charge en réunissant autour de lui les compétences qui existent et qui sont trop dispersées, les compétences des associations, des citoyens, des institutions, parce que quand vous interrogez une assistante sociale de n'importe quelle institution, elle a beaucoup de choses à dire. Et je crois que c'est ce travail-là de chef d'orchestre qu'on demande à nos politiques. On ne leur demande pas de faire à notre place, on leur demande d'orchestrer les compétences. Camille de Rocazère a deux éléments importants, faire de la politique et pas de la charité, et puis cette charte justement attenante au PADUC aussi. Oui, écoutez, moi j'ai travaillé avec le docteur Pernin puisque j'avais créé la commission ad hoc précarité, emploi, logement, parce que tout se lie.
Il y a plusieurs formes de précarité, mais je comprends le docteur Pernin lorsqu'il dit qu'il ne faut pas saucissonner cela. C'est un ensemble, parce que les personnes qui tombent dans la précarité, elles tombent globalement dans la précarité. On pourrait ajouter d'ailleurs, au-delà du logement et de l'emploi, il y a la santé. Et ça, c'est encore pire, parce que lorsque vous n'avez plus les moyens de subvenir ou d'être en bonne santé, vous avez encore moins de chances d'accéder à l'emploi. Et donc, le premier problème, c'est le problème de l'emploi. On est dans une situation dégradée. Situation dégradée en Corse comme ailleurs, mais en Corse, c'est notre responsabilité. C'est pas de la charité, bien sûr. C'est de la solidarité. Mais c'est la prise en compte de la réalité. Elle est là. Et on ne réglera pas les problèmes de précarité sans créer les conditions du retour à l'emploi. Et la diversification des emplois. Et la formation permanente à l'emploi. Puisque avant, on avait des emplois garantis à vie pratiquement. Qu'on soit dans l'entreprise, qu'on soit dans le commerce de détail, qu'on soit dans le secteur public. Ça sera de moins en moins vrai. Et il faudra en permanence s'adapter. On est dans un modèle d'adaptation permanente. Si bien que même des gens qui sont formés, des gens qui ont bac plus 3, plus 5, peuvent se retrouver un jour ou l'autre dans la précarité. Après, il y a l'évolution de la vie. Il y a l'évolution de la vie familiale. Vous avez, et j'ai été maire d'une commune importante, je rencontrais après un divorce, une jeune femme qui pensait, en quittant le continent, en Corse, retrouver par la distance un équilibre. Et très vite, parce qu'il n'y a pas l'emploi, parce qu'on n'est pas adapté à cela, parce qu'on change totalement de logique, eh bien on se retrouve dans la précarité. Donc la seule condition, effectivement, ça n'est pas la charité. On peut aider provisoirement quelqu'un. On peut l'aider psychologiquement à ne pas perdre espoir. Et ça, c'est important, l'espoir. Mais il faut s'attacher à créer les conditions de l'activité par l'économie et par la formation. En permanence, il faudra se former, et se former plusieurs fois, à des métiers nouveaux, à s'adapter. On peut tomber dans le déséquilibre. Lorsque je parle d'emploi, il faut en même temps qu'il y ait l'accompagnement logement. C'est vrai qu'on a pendant pas mal d'années, on avait oublié qu'il y avait une modification structurelle de notre société, qu'il fallait plus de logements parce qu'on dédoublait le nombre de logements, parce qu'il y a la mobilité de l'emploi, parce que la famille n'est plus construite comme avant, de façon verticale mais horizontale, que les enfants veulent s'émanciper de la tutelle des parents, et que cela, avec les incidents de parcours dans le domaine professionnel, font qu'on peut se retrouver très vite à plus pouvoir payer ses traites, plus pouvoir payer son loyer. Donc on le voit, comme on ne peut pas avoir un modèle, je dirais, d'assistanat que je récuse par ailleurs, et d'ailleurs c'est un modèle qui m'est totalement étranger sur les principes, parce que ça n'est pas responsable, et ça n'est pas responsable et respectueux de la dignité humaine. C'est malheureusement ce que certains font en politique, et que je combattrai, et que je condamne, et combattrai parce que je le condamne. Donc il faut créer les conditions de l'emploi. C'est, pour moi, l'élément déterminant. En même temps, nous avons aussi des personnes qui arrivent de l'extérieur. Nous avons une migration importante. La Corse, d'ailleurs, est à un tournant, puisque, et ça c'est les chiffres de l'INSEE qui sont imparables, nous ne renouvelons pas les générations. Ça veut dire que la Corse s'appauvrit par le manque de naissance. Nous sommes au même niveau que les pays du Nord ou l'Allemagne, alors que le continent, au contraire, est encore assez dynamique. Donc les emplois à venir sont des emplois qui seront occupés par des migrants, parce qu'il faudra les occuper. Mais il y a des migrations qui sont tout à fait, je dirais, c'est pas le mot acceptable, mais compatibles. Parce qu'il y a des qualifications, mais si vous avez une immigration qui n'est pas qualifiée, et qui, en fonction, je dirais, des aléas de l'économie, des entreprises du BTP, vous avez une commande publique ou privée importante, et tout d'un coup un effondrement du marché. Donc forcément, vous avez des hommes et des femmes qui se retrouvent en situation, en rupture, très vite, parce qu'ils n'ont pas forcément l'attachement familial, parce qu'il n'y a pas cette relation forte. Donc, vous avez des personnes qui sont dans la précarité.
Soit elles s'en vont pour trouver un autre Eldorado, parce qu'on leur a fait croire qu'ici c'est un Eldorado, et ça n'est pas encore un Eldorado, ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a trop de fragilité en Corse, c'est à nous de construire cette Corse-là. Soit ils vont rester, et à ce moment-là, on va devoir assumer cette situation. Que faire? Donc on le voit, c'est que l'emploi et la formation qui permettront de résoudre cela. Après, il y a les prix, il y a l'effet prix. L'effet prix notamment pour le logement. C'est vrai qu'il y a eu une valorisation de la Corse par son attractivité, mais aussi parce que le prix est constitué par quoi? Par l'offre et la demande. Certains n'ont pas encore compris que plus on réduira la constructibilité des sols, plus on réduira l'urbanisation, et plus les prix monteront. Donc à ce moment-là, nous avons des outils. On a perdu du temps à mettre en œuvre ces outils. Je vais parler de ce qui est devenu une agence foncière, qui au départ est un établissement public foncier d'État. C'est la loi, c'est Fillon qui nous avait proposé ça à notre demande. En Chantilly et moi-même, nous avions demandé à bénéficier de cet outil, qui est un outil qui permet, je dirais, de réguler le marché en faisant de grandes acquisitions foncières dans les zones de tension pour favoriser des prix bas pour que le logement soit possible. Il a fallu attendre 4 ans qu'on passe par travers 2 lois pour transformer ça en établissement public foncier territorial. Le mot territorial était tellement important, alors que la gouvernance est la même. Et après, pour devenir une agence foncière, il a fallu attendre la loi Allure. Alors c'est magnifique. Mario Litchel dit c'est la loi Allure qui a permis. Que de temps perdu. 4 ans de perdu. Pour moi, c'est un scandale. Pendant ces 4 ans, on n'a pas pu faire ces réserves foncières. On n'a pas pu travailler avec les opérateurs du logement. On le voit. Après, si on redonne du sens, si on donne de l'espoir, si on remet des gens en situation de pouvoir travailler, il n'y a que le travail qui libère. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Sauf si vous avez un vrai gros patrimoine, alors vous pouvez rester oisif. Mais ceux qui sont dans la précarité, c'est ceux qui en tombent très facilement à un moment donné où on ne s'y attend pas. Et même des gens diplômés peuvent tomber dans la précarité. On l'a vu. Donc, voilà les signaux. Face à ces signaux, c'est une politique globale. Moi, ce n'est pas une charte. La charte, c'est très bien. C'est qu'est-ce qu'on fait de façon réelle, positive, objective, au quotidien. Est-ce que je vais aider le maire? Est-ce que je vais le faciliter, favoriser ses investissements? Est-ce que je vais, d'ailleurs, lui proposer d'aller dans certaines directions? C'est-à-dire, presque, pas l'obliger, mais presque, parce que j'aime la liberté. Mais en même temps, qu'il soit conscient de tout cela. Ce que dit le docteur Pernin est intéressant aussi, vers la fin de son intervention, c'est la mise en réseau. C'est de faire que les uns les autres ne travaillent pas individuellement. Il y a trop d'outils et d'organismes qui sont séparés les uns des autres. Moi, lorsque j'avais créé la mission locale dans Corse du Sud, c'était une mission locale qui devait collecter l'ensemble des informations. On aura la collectivité unique demain. Aujourd'hui, il y a les départements qui ont un rôle essentiel à jouer. Et je sais que le département de Corse du Sud a fait énormément dans ce domaine. Mais on le voit, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Et moi, la façon dont je veux animer la Corse demain, c'est qu'il n'y ait pas uniquement, je dirais, une assemblée de Corse où des élus sont enfermés dans une bulle et où on vient uniquement pour faire un peu d'idéologie ou de combat politicien, mais qu'on soit tourné vers l'extérieur. J'ai toujours dit, il faut sortir de la bulle. Et pour cela, il faudra se mettre autour de la table, non pas une fois tous les 5 ans, mais tous les 3 mois, pour évaluer l'évolution des choses. Avec qui? Avec tous les opérateurs publics et privés. C'est-à-dire, vous avez les chambres de commerce, vous avez le tribunal de commerce, vous avez les prud'hommes, vous avez le monde associatif, vous avez les élus responsables dans des domaines, vous avez des praticiens de tout cet ensemble de choses. Eh bien, nous devons travailler beaucoup plus collégialement, en coopération, pour identifier le mal tout de suite. Et vous savez, si on fait un bon diagnostic et qu'on ne se trompe pas sur, je dirais, les remèdes, à ce moment-là, on peut sauver le malade. Mais il y a un vrai drame aujourd'hui. Ce drame humain, il s'accentue par la santé. Nous avons aussi une politique de santé à mettre en œuvre. Ce n'est pas uniquement en faisant en sorte qu'il n'y ait plus rien à payer. Parce que la santé aura un coût. Parce qu'il faut avoir des professionnels de santé. Ils doivent être rémunérés de leurs études, de leur travail. Mais c'est dans l'organisation territoriale. Il ne faut pas qu'il y ait de déserts médicaux. Et ça s'appelle la démographie médicale. Donc on le voit, c'est global. On ne peut pas, effectivement, comme le dit le docteur Pernin, prendre en saucissonnant les problèmes. Il faut les prendre de façon globale et avec vraiment la volonté d'agir. Moi, j'ai cette volonté d'agir. Je suis sensible à tous ceux qui, je dirais, vivent mal. Mais ce n'est pas la compassion qui sauvera ces personnes-là, c'est la solidarité et l'action.
Merci beaucoup Camille de Rocazère. Donc on va vous retrouver bien au soir de ce premier tour, ça sera dimanche, donc un petit peu partout. Vous serez où dimanche soir ? Écoutez, je serai d'abord à Porto-Vecchio et il n'est pas impossible que je vienne sur Ajaccio. Voilà, on verra en fonction de la météo. Très bien, merci beaucoup la météo des urnes aussi. À très bientôt. Merci.